à vous tous. Merci d'être présents. Bonne réunion ce matin. Bonne réunion prévue comme telle. Encore une fois, un rappel des consignes exigées pour fin de santé, sécurité. J'ai mon masque. Je vous confirme que j'ai mon masque. Pour les besoins de la qualité de la communication, je ne porterai pas mon masque. Comment aimez-vous l'arrière-plan? L'arrière-plan en arrière de moi, c'est... non, ce n'est pas le bureau de Saint-Jérôme une fois qu'il va être rénové. Il va être beau, le bureau de Saint-Jérôme. Il est en pleine rénovation actuellement, mais non, on n'a pas les moyens de mettre ça aussi beau que ça, là. Le pape de l'immobilier. Oh. Des fois, quand tu ne sais pas quoi dire, tu t'arranges pour avoir un arrière-plan qui, finalement, contrebalance pour les paroles qui sont dites. Les chansons, deux chansons qui sont d'actualité. Imagine de John Lennon, avec tout ce qui se passe de nos jours sur la planète, on pensait que c'était approprié. Et l'autre, c'est Brave de Josh Groban. Brave, brave, tout à fait approprié aussi. En mon nom, au nom de l'équipe de direction, merci d'être présent. On passe la prochaine demi-heure ensemble. On va voir si vous êtes allumés, éveillés ce matin. Testez vos connaissances avec des nouveaux cas vécus. Je peux vous dire que c'est ainsi, des cas vécus, il y en a. Le téléphone sonne à moi, sonne à l'équipe de direction. Puis, vous nous testez pas mal. Je pensais tout savoir, mais je m'aperçois qu'il y a des cas un peu plus compliqués. On embarque comme immédiatement parce que j'ai crainte qu'on va manquer de temps. Les cas vécus, est-ce que vous êtes là, vous me suivez? Je mets la table, puis on va vous faire participer parce que le format a changé. On veut avoir votre opinion, on veut avoir une interaction avec vous autres et il y a des sondages. Il y a des questions qui vont vous être soumises après chacun des cas vécus, puis vous allez avoir 4 options et ça va être à vous de répondre. Puis on va voir un peu l'évolution des réponses, puis on va voir finalement, est-ce que les réponses sont appropriées? Est-ce que vous avez bien saisi? C'est peut-être François. Bonjour, Steven. Et c'est peut-être François Léger qui vous a mal expliqué le cas. On commence par le premier cas vécu. Le premier cas vécu, c'est un cas d'actualité. C'est un de vos confrères qui s'est retrouvé en conciliation, différentes commissions. Je vous explique. Ce courtier-là, Humania, est le courtier inscripteur d'un immeuble à vendre, un immeuble passablement dispendieux, 4 millions de dollars. Et finalement, ce courtier-là, qui est le courtier inscripteur, reçoit une demande d'information de la part d'un client, coup de téléphone. Le client demande des informations, ça semble l'intéresser. Et le courtier Humania, parce que c'est un dossier qui est important, procède toujours de la même façon, fait signer une entente de confidentialité et demande la résolution de la compagnie parce que l'acheteur est représenté par une compagnie. Ce n'est pas un immeuble résidentiel, c'est un immeuble commercial, juste TPS TVQ. S'ensuit, une fois que ces documents-là ont été complétés, reçus par le courtier inscripteur, le courtier Humania, s'ensuit la visite physique des lieux. C'est le courtier Humania qui fait visiter l'immeuble. L'immeuble semble très intéressé. Et l'acheteur, c'est pour y installer une organisation religieuse. Après la visite, le client acheteur demande une journée pour y réfléchir. Et notre courtier Humania reçoit un coup de téléphone d'un autre courtier qui dit « J'ai une promesse d'achat à te présenter. » Oh, une promesse d'achat à présenter? Hein? Tu n'as jamais fait de visite à la propriété? De quoi il s'agit? J'ai un contrat de courtage achat et finalement, contrat de courtage achat, tu ne peux plus parler à l'acheteur à ce moment-là. Il y a un contrat de courtage achat. Il nous rentre une promesse d'achat, 3-4 millions. La promesse d'achat est présentée, on n'arrive pas à s'entendre, mais c'est là qu'on découvre qu'il y a un contrat de courtage achat. À la clause 7.2, la promesse d'achat, le courtier qui représente l'acheteur, qui a rédigé la promesse d'achat, indique CCA 7.2. Là, mon courtier frustré, vous comprenez, il a tout fait le travail. Il a présenté la propriété, la visite physique des lieux a eu lieu par mon courtier, le courtier Humania. Il dit, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, écoute, contrat de courtage achat, tu ne peux pas
solliciter l'acheteur. L'acheteur est dit, laisse aller, puis on verra par après, si la transaction se conclut, on verra comment on va faire le partage de rétribution. Il s'écoule 8 mois. 8 mois de temps et rentre une deuxième promesse d'achat par le même courtier avec cet acheteur-là. Et finalement, plusieurs contre-propositions plus tard, la promesse d'achat, la contre-proposition est acceptée et on réussit à amener cette transaction-là chez le notaire. Ça génère une rétribution totale de 230 000 et 115 000 allant au courtier, 115 000 allant à la partie collaboration et 115 000 allant à l'inscription. Évidemment, on notarie, on ne dit pas un mot parce que c'est l'intérêt des acheteurs qui passe. Et par la suite, on manifeste notre désaccord à l'agence immobilière et au courtier qui avait un soi-disant contrat de courtage d'achat. Vous comprenez qu'on s'est ramassé en conciliation et en arbitrage, le processus pour régler les différentes rétributions. Et première étape, conciliation qui a eu lieu la semaine dernière. Un bon conciliateur, c'est en virtuel. Je suis avec mon courtier. Physiquement, je suis avec mon courtier pas loin, à bas des masques. Et finalement, on se parle, on échange. On avait préparé de beaucoup. On avait préparé le terrain, on avait regardé tous les dossiers, tout regardé au complet. On fait valoir nos arguments, on avait déposé les documents. Et j'avais des inquiétudes, des craintes dans ce dossier-là, à l'effet que quand il se passe 8 mois entre la première promesse d'achat puis la deuxième, nonobstant le fait qu'on a présenté la propriété, on a fait visiter la propriété, il y a des risques de comité, le conseil d'arbitrage, parce que je suis allé quelquefois devant le conseil d'arbitrage, qui est l'étape ultime. Conciliation, première étape, conseil d'arbitrage, deuxième étape. Je ne voulais pas qu'on se ramasse en conseil d'arbitrage. Je voulais idéalement qu'on essaie de régler ça. Et on vous soumet les options. On vous soumet les options qui s'offrent à vous. À vous de décider. Votez. Je vous ai raconté le cas. Première option, l'acheteur s'est présenté directement à moi. C'est le courtier Humania qui parle. J'ai des preuves, résolution de compagnie, entente de confidentialité, plus visite pays. Donc, je suis la cause efficiente de la transaction. Donc, pas de rétribution au courtier collaborateur. Deuxième, en clause 7.2 de la PA, le courtier collaborateur indique qu'il a un CCA. Donc, je dois reconnaître son droit à la rétribution. Troisièmement, malgré qu'il se soit écoulé 8 mois entre la première PA et la seconde PA, le courtier collaborateur n'a jamais, puis c'est un fait, n'a jamais fait visiter l'immeuble. Jamais. Incroyable, hein? Et quand il a complété 7.1, il ne mettait pas de date. 7.1, c'est la date à laquelle la visite physique. Donc, si pas de présentation, pas de cause efficiente, il n'y a pas de rétribution. Et 115 000 $ sont en jeu. Ça, c'est le courtier Humania. Je m'agenouille devant mon directeur et lui demande de m'aider à régler cette réclamation. Allez, votez là. On va voir si il n'y a personne qui veut s'agenouiller devant son directeur. Voyons donc. Les opinions partagées, c'est intéressant. Je trouve ça intéressant. Ouais. Allez, on vote là. Parce que sans ça, là, il y a 51 personnes, il y en a 22, 23 qui ont voté. Prenez position parce qu'on va terminer ça assez rapidement, sinon on va être encore ici à 11 heures. Parfait. On va passer au deuxième cas. Ça va? Share results. C'est-tu moi ça? Ou c'est toi, Cynthia? Share results. Les résultats. Les résultats. 41% ont dit que je suis la cause efficiente, donc j'ai le droit à la rétribution. 17% ont dit que parce qu'il y a un CCA, il a le droit à sa rétribution. 34% ont dit oh, il s'est écoulé 8 mois, c'est peut-être une faiblesse de notre dossier. Il y a personne, il y a 4 personnes sur 29 qui s'agenouillent devant leur directeur. L'histoire, c'est qu'on a réglé à l'amiable. On a réglé à l'amiable et ce dossier-là s'est réglé. On a coupé le 115 000 en deux pour éviter d'aller en conciliation arbitrage. Il y avait du travail de fait.
On aurait pu, c'est des dossiers inquiétants avec des montants en jeu qui sont importants. Donc, on a réglé à l'amiable, on a signé des documents, ça s'est réglé sur le champ et c'était un soulagement pour tout le monde. Je pense que tout le monde est bien content de ça. Ça va? Deuxième dossier, la semaine dernière aussi, encore une fois, la semaine dernière, attendez un peu, je vais juste me replacer. Ah, la semaine dernière, c'est un autre dossier. Jeudi, on a eu deux cas de conciliation. Le deuxième cas de conciliation, c'est un cas où les montants en jeu sont moins importants. C'est une de vos consoeurs Humania qui est le courtier inscripteur, son inscription, et elle est sur place, elle fait visiter l'immeuble, et finalement, elle fait visiter l'immeuble, et lorsqu'elle termine une visite, il y a quelqu'un qui se présente à la porte, qui finalement, cette personne-là se présente à la porte et demande de visiter. Pas de problème, elle est là, elle fait visiter l'immeuble, le client est intéressé, je vais y passer, je vais vous revenir. On reçoit un coup de téléphone d'un courtier qui est d'une autre agence qui dit, écoute, j'ai une promesse d'achat à te présenter. Ah oui? Et quand est-ce que tu as fait visiter? Non, je n'ai pas fait visiter, mais j'ai intéressé les clients à la propriété. Comment ça, tu as intéressé les clients à la propriété? Bien, un des deux acheteurs là, qui achète, c'est la personne à qui tu as fait visiter. Ah oui, si tu n'étais pas là pour la visite, comment tu penses que tu es en droit de recevoir la rétribution? Il me semble que tu n'as pas ce privilège-là à ce moment-là. Je vous fais grâce de tout ça, là, mais ce qui a sorti pendant la conciliation, les éléments qui ont pu invoquer, c'est que ce courtier-là avait identifié cette propriété-là, les acheteurs sont des investisseurs, la propriété est une propriété résidentielle, il voulait s'assurer qu'il pouvait la louer et il a fait des vérifications, il a informé ses clients et c'est ce qui explique pourquoi un des acheteurs qui n'était pas loin s'est présenté à la propriété. L'acheteur n'avait pas trouvé la propriété autrement que comme ça. On a quand même plaidé que, bon, on va passer au sondage, donc, ça va être la meilleure façon. On va passer au sondage. Le cas vécu. Voici le deuxième cas vécu de la conciliation. Nous, on prétend qu'on a fait visiter la propriété. On était là, on a intéressé le client, donc on est en droit de recevoir la rétribution, 100 c'est 9 500 $, c'est pas 115 000 $, en vertu du principe de la cause efficiente, parce que c'est notre courtier Humania qui est l'inscripteur et que c'est lui qui a fait visiter la propriété à un des acheteurs, parce que le courtier était à Gatineau, le côté collaborateur nous revient. La deuxième réponse que vous pouvez soumettre, lorsque cet acheteur-investisseur se présente à la propriété, afin d'éviter toute ambiguïté, je lui fais signer un contrat de courtage-achat. Preuve est donc faite. Troisième option, preuve est faite que ce courtier requérant est la cause efficiente, donc je lui remets le montant de 9 500 $ réclamé. Puis enfin, quatrième réponse possible, sachant que notre dossier n'est pas totalement étanche, via le conciliateur, nous tentons d'obtenir le plus du montant en jeu de 9 500 $ sans toutefois aller en arbitrage. Allez, quelles sont vos réponses, là? Quelles sont vos réponses? Cliquez sur les réponses. J'ai fait signer un contrat de courtage-achat. Il y en a combien qui ont répondu à ça? Non? OK. La première, c'est 7 sur 21. 30 disent qu'on est la cause efficiente parce qu'on y a fait visiter. Ça va? Puis le courtier est à Gatineau, il n'était pas là. Et puis il ne l'a pas fait visiter. Et contrat de courtage-achat, non. 4 sur 13 43 Réponse? Réponse, c'est le 43 c'est le dernier. Sachant que notre dossier n'était pas étanche, on a négocié et on a pu aller chercher 2 500 $ sur le 9 500. On a remis 5 000 $, puis on a évité d'aller en arbitrage. Arbitrage, c'est un procès, arbitrage. C'est long, c'est lourd. On peut être représenté par avocat. Et dans ces dossiers-là, on ne sait jamais où est-ce qu'on s'en va. Et à cause de ça, j'ai fortement recommandé à notre courtier
de tenter de régler à l'amiable puis de ne pas aller là. Et le conciliateur nous a fait part aussi de son opinion et il nous a dit, écoutez, moi, si j'étais à votre place, c'est votre décision, mais si j'étais à votre place, je n'irais pas plus loin que ça. Troisième cas vécu, vous représentez l'acheteur qui en est à sa 6e promesse d'achat non acceptée. Il est totalement découragé. Il doit absolument acheter dans les 30 jours. Il vous demande comment il va faire pour gagner la prochaine situation. Voici les options de réponse que vous avez. Donc, allez-y. Vous représentez cet acheteur-là qui est découragé. Il vous demande qu'est-ce qu'il doit faire pour gagner. Bon, premier choix, le plus haut prix possible, puis aucune condition à sa PA. Écoute, arrête de niaiser, tu n'as pas le choix. Pas de condition de financement. C'est-à-dire, tu l'as ton financement, tu es préqualifié, pas de visite. Laisse faire la visite des lieux, là, on n'a pas le temps, puis pas d'inspection, puis un dépôt de 50 000 avec la clause de pénalité F2.2. Ça va? En respect de sa capacité. Deuxième option, en respect de sa capacité de payer, j'y demande d'offrir le plus haut prix possible. Puis j'ai dit, écoute, fais donc une belle vidéo de toi et ta famille, puis sortez les larmes pour être capable d'influencer le vendeur. Ça, c'est une autre option. Hein? Troisième option, j'ai dit, garde bien ça. On ne rentrera pas en promesse d'achat multiple. On va faire une promesse d'achat ouverte pour un maximum de 30 minutes. T'apprendre ou à laisser, M. le vendeur. 30 minutes. Et finalement, la quatrième, la présentation de votre PA par vous au vendeur, soit physiquement, si je peux le faire, en réunion Zoom, comme on le fait maintenant, ou en appel conférence. Allez-y, là. Quelles sont vos réponses? Quelles sont vos réponses? Puis, il n'y a pas juste une bonne réponse. Hein? Il peut y avoir plus qu'une bonne réponse dans ça, effectivement. Juste un commentaire. La réponse numéro 1 n'est pas la bonne. OK? N'est pas la bonne. D'enlever la clause d'inspection, de dire à l'acheteur d'acheter les yeux fermés sans avoir visité, puis de le mettre à risque au niveau du financement. Parce que vous savez, il a beau être préqualifié, ça se peut que la propriété ne passe pas au niveau de l'évaluation avec la banque. C'est pas une façon professionnelle de traiter. Ça va? Donc, effectivement, évidemment, numéro 4 et l'autre option d'aller présenter ça. Les deux, je dirais numéro 2 et 4, jumelés ensemble seraient les bonnes réponses. On continue? Ça va? Le contrat de courtage vendeur est signé, mais pas encore sur Centris. Et comble de malheur, un acheteur se pointe pour déposer une promesse d'achat. Que feriez-vous? Vous avez, hein, que feriez-vous? Ça, c'est du contexte d'actualité. Ça arrive là, présentement. On signe le contrat de courtage, on ne met pas de pancarte, on ne fait pas de commercialisation. La propriété n'est pas encore affichée sur Centris, puis il y a un acheteur qui est tellement dépourvu. Je ne sais pas comment il l'a appris, mais il sait ça. Je refuse de prendre sa promesse d'achat tant et aussi longtemps que la propriété n'apparaît pas sur Centris Matrix. Je dis, je regrette, monsieur, la promesse d'achat, la propriété n'est pas sur Centris Matrix, je ne prends pas votre promesse d'achat. Ou je m'empresse de rédiger la promesse d'achat et en bonus, possibilité de double rétribution. C'est intéressant. Je refuse de rédiger cette promesse d'achat parce que le vendeur la trouve trop basse. Et j'explique à mon vendeur que je dois rédiger cette promesse d'achat, que je dois lui présenter et qu'il devra la refuser ou ne pas y répondre. Intéressant vos réponses, intéressant. 60 au-delà de 60 disent que je refuse de prendre la promesse d'achat. C'est pas une bonne réponse. Et c'est pertinent, là, je ne suis pas ici pour chicaner personne, mais comme courtier inscripteur, comme courtier du vendeur, vous ne pouvez pas refuser de prendre une promesse d'achat. Vous ne pouvez pas. D'accord? Vous devez prendre la promesse d'achat. C'est plus votre rôle conseil à l'égard du vendeur, lui dire, hey, j'ai une promesse d'achat, le prix est peut-être très intéressant, tout ça, mais tu ne peux pas. Puis idéalement, là, vous allez me suivre, là, on va rentrer. Ce qu'on n'a pas écrit, c'est que j'avais mis dans le contrat de courtage-vente la clause type, instruction quant au délai de considération d'une promesse d'achat. Donc, le vendeur, c'était légalement obligé à ne pas répondre immédiatement. D'accord? C'est ça.
Un autre cas vécu, cinquième, qui est très intéressant aussi. Courtier Humania est inscripteur. Il y a une courtière d'une autre bannière qui fait visiter la propriété. Et cette courtière-là dit que ses clients sont très intéressés, mais elle n'a pas le temps de rédiger la promesse d'achat. Donc, elle demande au courtier Humania de rédiger la promesse d'achat pour elle, mais en deux, de ne pas mettre l'identité du courtier Humania, de mettre l'identité du courtier d'autres bannières avec son agence comme telle. Fais ça pour moi, je te le remettrai, on s'arrangera au niveau de la rétribution ou quoi que ce soit. Est-ce que notre courtier Humania peut agir ainsi? Ben oui, bien sûr. Première réponse, parce que la priorité est de bien servir l'acheteur et le vendeur. Oui, parce que la clé du succès en courtage immobilier, c'est la collaboration entre les courtiers. Oui, à la condition d'avoir complété un formulaire d'entente de référencement entre ces deux courtiers-là. Et le dernier, non, car il s'agit de fausses représentations qui engagent la responsabilité professionnelle du courtier humanitaire. Là, il y a d'avoir un bon consensus. Effectivement, vous ne pouvez pas, c'est de la fausse représentation. Hein? Vous complétez une promesse d'achat, c'est vous qui êtes à compléter la promesse d'achat, puis vous mettez l'identité de quelqu'un d'autre. Faites jamais ça. Jamais, jamais ça. C'est incroyable. Cette courtière-là, là, d'une autre bannière, qui dit, écoute, j'ai pas le temps, complète la promesse d'achat, mais mets mon nom, là. Je ne sais pas à quelle école tu es allé. Hein? On continue. Cas numéro 6. Courtière Humania, qui représente un acheteur, qui, suite à l'inspection, se retire de la vente. Hein? Se retire de la vente, puis évidemment, respecte les règles du jeu. On remet l'avis et suivi de réalisation, disant je me retire de la transaction à l'intérieur des délais, et on remet au vendeur le rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est question, est-ce que le vendeur a le droit de rendre public ce rapport sans toutefois masquer l'identité de l'acheteur? Oh, je vais quasiment donner la réponse. Là, hein? Non, il n'a pas le droit de faire ça parce qu'il appartient exclusivement à l'acheteur et que c'est l'acheteur qui l'a payé. Oui, il peut faire ça parce qu'en vertu de la clause 8, le vendeur en hérite et ce même vendeur peut en faire ce qu'il veut. Non, il ne peut pas. Par contre, le vendeur et son courtier doivent extraire les éléments négatifs de ce rapport d'inspection et les consigner dans une modification à la DV d'origine. Oui, mais en masquant l'identité de l'acheteur numéro 1. Est-ce que la réponse numéro 4? 52 je le vois là. OK. Je vois un peu ce qu'il y a. Réponse à ça, c'est que le vendeur hérite du rapport d'inspection et il a le droit d'en faire ce qu'il veut, OK? Sauf qu'il doit masquer l'identité de l'acheteur numéro 1. Ça, c'est bien important et plusieurs courtiers ne font pas ça. Les courtiers du vendeur prennent le premier rapport, le rendent public, c'est correct que ça soit public. Ils le mettent sur Matrix, on l'a, mais l'identité de l'acheteur numéro 1 doit être masquée. C'est important et confidentiel. Il me reste un ou deux cas vécus. Celui-là est un succulent cas vécu. J'espère que. Écoutez-moi bien, là. Une courtière Humania s'apprête à afficher sur Centris Matrix un condo. Un condo à vendre dans un complexe où il y a plusieurs unités. Elle apprend que dans le complexe, un des copropriétaires, pas celui qui est en vente, pas le propriétaire de l'unité qui est en vente, un autre des copropriétaires a tout récemment fait l'objet d'accusations de trafic de stupéfiants. Il n'y a pas de jugement rendu, là. Il n'y a pas de jugement rendu à l'égard de cette personne-là. Il y a des accusations déposées, mais pas de jugement. Puis notre courtier tente de valider les informations auprès de la police, qui lui dit être incapable de lui donner plus d'informations, autre qu'il ne s'est rien passé dans l'unité de condo. Là. Le trafic de stupéfiants n'avait pas lieu dans l'unité en question, c'est ailleurs. Mais la personne est accusée d'avoir fait du trafic de stupéfiants ailleurs, là, dans un autre emplacement ou quoi que ce soit. On fait quoi? Voici les options. Vous êtes le courtier. Je vous rappelle que l'unité qu'on a à vendre, ce n'est pas l'unité de ce copropriétaire-là qui a été accusé par la police. Silence, parce que ça n'a rien à voir avec mon listing. Première réponse. Deuxième réponse, le vendeur me défend d'en parler. Absolument rien ne s'est produit. Le vendeur dit, écoute, là, on va faire, là, il dit, écoute, c'est même pas mon voisin immédiat, vient de ça. Puis, c'est un enfant de cœur, ce gars-là. Il dit,
je ne comprends pas, je ne suis même pas sûr qu'il va être accusé et condamné. Là. Il est accusé, mais est-ce qu'il va être condamné? Le vendeur dit, moi, là, c'est mon unité que j'ai à vendre, là, puis je te défends d'en parler, puis il n'y a rien qui s'est produit dans le complexe. Vous êtes trop stressé, il y a trop de pression, on résilie le contrat, puis on dit au vendeur, regarde, arrange-toi avec le vendeur du condo, ou avant de faire quoi que ce soit, en parler à mon directeur, l'OACQ et le farcer. 70 de vous, c'est un ou deux. Vous ne pouvez pas tenir ça sous silence. Ça paraît, c'est particulier, hein? Puis on l'a validé avec l'OACQ. C'est la réponse 4. La réponse 4, cet immeuble-là n'est pas vendu encore, ce condo-là n'est pas encore vendu. Il faut actualiser l'information, protéger le vendeur, s'assurer que, mais avec le marché fou qu'on a, on est confiant qu'en étant tout à fait transparent, tant pour le vendeur que pour le courtier Humania qui a l'inscription, que ça va se vendre, puis comme tel. Et, à suivre, le Journal de Montréal vous donnera la suite à ce moment-là, si savoir s'il est condamné ou pas. Puis je peux vous dire que quand les informations ont sorti dans un journal local, c'était pas 2 comprimés de métafine ou antimétafine ou quoi que ce soit. Il y avait du stock par peu près. Cas vécu, quelle heure est-il? Il me reste 4 minutes. Malgré tous vos meilleurs arguments, elle est intéressante celle-là. Malgré tous vos meilleurs arguments, l'acheteur vous demande de rédiger une promesse d'achat pour 250 000 alors que cette propriété-là vient juste d'apparaître dans la vitrine, puis le prix demandé 379. Choix de réponse. Il insiste puis vous êtes le courtier du vendeur. Désolé, monsieur, mon temps est trop précieux. Pas question, le vendeur vient tout juste, il a rentré une promesse d'achat en 24 heures, il a rédigé, il a refusé 375 000. Voyons donc, pas pour prendre 250 000, ça n'a pas de bon sens. Troisième réponse, voulez-vous rire de moi? Je n'ai pas de temps à perdre. Trouvez-vous un autre courtier. Moi, je regrette, là, un offre d'achat de 250 000 sur une propriété qui vaut définitivement au moins 379 000 et probablement plus. Ou vous rédigez la promesse d'achat. Quatrième réponse, vous rédigez la promesse d'achat, puis vous la présentez à votre vendeur. Quelle est la réponse? 100 oui. Vous avez raison. Ça reprend un peu ce que j'avais dit avant. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé, comme courtier du vendeur, comme courtier de l'acheteur, si vous n'êtes pas le courtier du vendeur, vous pouvez dire à l'acheteur, écoute, je regrette, moi je ne travaille plus avec toi, puis il faut te trouver un autre parce que tu es fou. Tu es complètement fou. Puis moi, je n'ai pas de temps à perdre avec quelqu'un qui n'est pas réaliste et qui fait des offres qui sont ridicules. Ça va? On ne fera pas le 9e cas parce qu'on va manquer de temps. On va y revenir dans 2 semaines. Christian m'a donné je termine, il me reste 2-3 minutes. Là. Christian m'a donné le bilan des performances Humania Centre après 2 mois en 2021 versus 2 mois en 2020. En unités vendues, malgré que janvier, février 2020 étaient des bons mois, on a 20 d'augmentation et l'industrie est à 19 Donc, on suit l'industrie. 437 côté de transactions en 2020, 525 en 2021. Ça témoigne de l'activité, mais attendez, là, attachez votre truc, c'est le cas de le dire, en volume vendu, hein, pour les 2 mois, le total des prix vendus hein, pour Humania Centre, plus 35 incroyable, là, plus 35 Et vous le savez, janvier, février 2020 étaient des mois où il y a eu beaucoup d'activités. Vous voyez que les prix sont à la hausse, l'industrie est à plus 36, donc 35, on est à la bonne place. Rapidement, n'oubliez pas ça. La qualité, oui, la qualité compte. C'est ça que je veux dire, là? Il y a des notaires, il y a des courtiers, la région de la Chute, qui disent que des notaires refusent d'effectuer les répartitions et la perception du loyer quand le vendeur doit payer entre l'acte notarié et la date de déménagement. L'application du 2e paragraphe de 11.3. Si vous êtes au courant de ça, revenez-nous parce que j'ai écrit à l'OACQ et j'ai dit, écoutez, est-ce que vous êtes au courant d'une nouvelle politique, la Chambre des notaires? On a un problème là, actuellement. Le notaire, l'acheteur et le vendeur donnent instruction au notaire de gérer la clause 11.3, puis le notaire dit, je ne fais pas ça. Prospection, écoutez, c'est le temps, là, hein, présentement, c'est un excellent temps de faire la prospection. Un des courtiers Humania m'a fait une suggestion. Il s'habille avec ses bottes de neige,
il part avec sa pelle, il sonne à la porte, puis il dit « Bonjour, monsieur, madame, vous êtes les propriétaires. Si vous voulez, je peux déneiger votre galerie en arrière, sans frais. Tu sais, si tu es gêné et tu as de la misère à apporter, c'est une bonne façon de casser la glace. Hein? C'est bien ça. Quatrième cas, priorité santé. Un de vos confrères, Humania, a passé par... il a eu le COVID, OK? Il a pris les précautions nécessaires, tout ça. Il s'est ramassé en ambulance à l'hôpital. C'est sérieux, hein? J'ai parlé à cette personne-là. Cette personne-là nous a raconté son expérience et, mon Dieu, tant qu'on n'a pas côtoyé quelqu'un qui a passé par là, on a tendance à minimiser l'impact que le COVID peut faire. Je vous dis, notre confrère est vivant, correct. Il est encore en convalescence, il va s'en remettre, mais ça a brassé pas à peu près. Et il s'est entêté de dire, moi, non, pas de problème. Votre implication à la cause humanitaire, un toit pour tous, avez-vous complété le formulaire qui autorise le département de comptabilité de retenir un montant fixe lors du paiement de votre rétribution? C'est la façon de le faire. En tout cas, c'est la suggestion de Lise, de Julie Marquis, et c'est une excellente façon. Ça fait moins mal quand tu reçois de l'argent, donner un petit montant. Et avec la quantité de transactions qu'on a faites, 6 000 l'année passée, mettons-en la moitié ou quoi que ce soit, ça va être parfait. État de la situation avec le COVID, on est encore en zone rouge, les bureaux sont encore fermés et le couvre-feu est encore à 20 heures. Ça va? Vendredi matin, François Léger vous fait via Zoom, vous fait une formation qui va vous donner 3 unités de formation continue. Les invitations ont été envoyées. Cynthia va les renvoyer si vous voulez. C'est une formation que j'ai donnée à plusieurs reprises. Elle est accréditée par l'OACQ. C'est de 9 h à midi. C'est sur votre rétribution. Comment justifier votre valeur? Quand le client dit, voyons, je charge bien trop cher, quoi que ce soit, là, vous allez sortir de là, armé jusqu'aux dents avec des bons arguments. Gestion de conformité de vos dossiers, soyez vigilants. L'OACQ, vous, qu'on pourrait qualifier à la police. Je voudrais, en mon nom, comité de direction, féliciter Cynthia, qui gère très bien la présence Humania sur les réseaux sociaux. Beau travail. Félicitations, Cynthia. Merci. Mot de la fin. Un rappel de votre objectif. Votre objectif, c'est quoi? C'est quoi votre objectif? Hein? Si on avait à le résumer dans une phrase ou 2 phrases, votre objectif, c'est de devenir meilleur et non pas de devenir plus productif. On dit, voyons, François, devenir meilleur et non pas devenir plus productif. Lorsque vous serez meilleur, vous serez automatiquement plus productif. Avez-vous compris ça? C'est le message, c'est le clou sur lequel on tape. Vous avez juste à être meilleur et en étant meilleur, vous allez être plus productif. C'est quoi notre slogan la semaine passée, puis du 17? Chez Humania, le service aux clients est un comportement et non un département. Monsieur, madame les acheteurs, monsieur, madame les vendeurs, chez Humania, le service aux clients, c'est un comportement et non un département. Il est 10h33. Ça fait 33 minutes qu'on est ensemble. Merci d'avoir été là. On se revoit dans 2 semaines. 22 mars, puis il y en a certains d'entre vous, je vais voir vendredi matin. J'ai d'autres formations qui s'en viennent, mais vendredi matin, votre rétribution, vous la méritez. Comment faire reconnaître la valeur de vos services ensemble. Et prochaine réunion, Zoom d'équipe, 22 mars, dans 2 semaines à 10h. Merci à vous tous. Restez en santé, portez-vous bien. Soyez prudents. À bientôt.